Jocelyn McClure, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philo à l'Université Laval. Mireille Estivales, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en éducation à l'Université de Montréal et donc spécialiste en enseignement des religions. C'est vous qui formez d'une certaine façon ceux qui vont enseigner la religion. Andrea Richard, bonjour. Bonjour. Je le disais, ex-religieuse, quand même 22 ans en communauté. Oui, retraité et auteur aussi de 3 livres à Septentrion aux éditions. Et c'est vous qui initiez cette pétition, pourtant une ex-religieuse, en disant il ne faut pas enseigner la religion à l'école. C'est quand même étonnant. Oui et non, parce que, vous voyez, Freud a dit que les religions ne devraient pas être données aux mineurs. Et après avoir fait une inspection des manuels scolaires et d'avoir découvert qu'on ne suit pas l'objectif premier qui était de donner ce cours dans un cadre historique, on ne mentionne aucun historien, ni passé, ni présent. Et on fausse d'ailleurs, puisqu'on dit que ça vient de Dieu et de Jésus-Christ, alors que les religions sont des créations néolithiques. Avant de lancer la discussion, j'aimerais savoir, Jocelyn McClure, Mireille Estivales, quelle est l'approche actuelle face aux religions? Quel est le postulat de départ? Est-ce qu'on est dans un regard global, extérieur, ou si on est plus dans, chez les tout-petits, apprendre quelles sont les différentes religions, quelles sont les différentes fêtes religieuses? C'est quoi l'approche? Tout à fait. Alors, on est dans une approche culturelle. C'est-à-dire que les religions sont abordées de l'extérieur. Non pas comme dans les programmes précédents de religion catholique ou protestante, un croyant qui s'adresse à des croyants, mais non, on est dans une approche distanciée, extérieure, où en fait, il faut rappeler quand même la modestie de ce programme. Il s'agit de présenter quelques éléments principaux de différentes traditions religieuses, principalement celles qui sont présentes au Québec, donc quelques croyances, quelques rites, quelques fêtes, quelques expressions artistiques. Donc c'est un programme assez modeste. Je voudrais aussi rappeler, en termes de volume horaire, que ECR, dans une situation idéale, où le cours est donné sur la base d'1 heure par semaine, la moitié est consacrée au volet éthique, l'autre moitié est consacrée à la culture religieuse. Donc sur une année, dans une situation idéale, la culture religieuse, c'est 18 heures par année. Ouais. Jocelyn McClure, on parle de neutralité, je pense, dans l'approche. Ça veut dire quoi, la neutralité? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de sens critique face au phénomène religieux? La neutralité, ça veut dire effectivement que l'enseignant doit ni chercher à promouvoir la foi, la transmission de la foi, ni vouloir critiquer les croyances religieuses, les religions en tant que telles. C'est vraiment une posture de neutralité. Puis si on veut être neutre, mais ça va dans les deux sens. Donc il n'y a ni promotion, ni critique frontale des religions. Le but, c'est pas de modifier le système de croyances des élèves, c'est de transmettre des connaissances, de favoriser l'acquisition d'une compréhension du phénomène religieux dans ses multiples facettes. Et Andrea Richard, réaction, puis après je vais vous entendre, Mireille Estivales, vous qui formez les enseignants. J'ai remarqué que madame a dit qu'il y avait que quelques éléments qu'on présentait. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est la présentation de toutes les religions de façon intégriste, extrémiste, du passé et, madame, étalée de façon détaillée, dogme, doctrine, rituel, loi, obligation et cérémonie. Et les élèves ont trouvé aussi au cafétéria, il y a de la zizanie, parce qu'une telle peut pas manger de la viande, il faut qu'elle mange halal. Mais là, on dépasse le cadre du cours et de ce qui est enseigné. Mireille Estivales, c'est les conséquences. Ouais, mais quand Daniel Barry dit on va très loin, on demande aux enfants de choisir un culte, par exemple, ou de... Absolument pas. Alors là, je suis tout à fait en désaccord. Jamais dans le programme, et fort heureusement, peut-être qu'on se rejoint là-dessus, jamais il n'est demandé aux élèves de choisir une religion. C'est absolument pas l'objectif du programme. Il faut voir également que le programme prend place dans une société qui est la société québécoise d'aujourd'hui, qui est une société plurielle sur le plan religieux. Donc c'est l'idée de dire il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a des gens de diverses traditions qui sont présents au Québec, donc c'est apprendre à mieux se connaître. Mais vraiment, en aucun cas, je suis spécialiste du programme et de la formation, donc je connais quand même très bien le dossier, jamais il n'est question de demander aux élèves de choisir une religion en particulier. Ce serait tout à fait à l'encontre des objectifs du programme. Quand on dit, madame dit, il y a des croyants et des incroyants, savez-vous que dans le programme,
on exclut l'incroyance. On est supposé présenter une vision, donner de l'information sur le phénomène religieux et on exclut la principale composante démographique de la religion au Québec, c'est-à-dire l'incroyance et la non-pratique religieuse. C'est 80% de la population qui n'est pas dans le programme. Jocelyn McClure, qu'est-ce que vous en dites? Ben, c'est faux. Dans le programme, ce qui est appelé les conceptions séculières du monde sont pas exclues. Au contraire, il faut aussi en parler. Ça arrive assez tard, effectivement, au secondaire. Mais il y a donc, l'athéisme, par exemple, oui, l'humanisme, l'aliénation religieuse chez Marx, Freud et Sartre, l'idée de la mort de Dieu chez Nietzsche, c'est tout ça, c'est textuel dans secondaire le programme. 4. Mais ça arrive donc quand les enfants sont plus matures, effectivement, pour aborder des questions plus profondes d'un point de vue philosophique. Mais les conceptions séculières sont aussi représentées. S'il y a des manuels qui sont maladroits, je veux dire ça, il faut en faire la critique, il faut faire un examen vraiment objectif, en scientifique aussi. Mais on condamne pas un programme parce qu'il y a des manuels ou des enseignants qui l'auraient mal compris. Je veux dire ça, on peut faire ça dans toutes les matières, l'histoire et le reste. Oui. Il faut pas oublier qu'il y a un deuxième volet, qui est le volet éthique, qui pour moi est absolument fondamental, qui est d'une grande valeur, qui cherche à faciliter l'apprentissage du raisonnement éthique. Comment, si on est confronté à un conflit de valeurs, par exemple, comment on raisonne à propos des valeurs, c'est quoi le rapport entre les faits et les valeurs, et ainsi de suite. Là, l'esprit critique est tout à fait, c'est ça qu'on cherche à développer. Parmi les auditeurs, tiens, Pénélope McQuaid qui nous écoute, qui dit « Le fait que ces adultes sont incapables de s'entendre autour des cours sur les religions à l'école est un exemple de leur nécessité. » Dans son ouvrage, M. Leroux essaie de revenir sur les différents arguments. Donc, par exemple, l'Église catholique avait beaucoup misé sur le fait que si maintenant on peut enseigner toutes les religions, ça va donner naissance à une forme de relativisme. Il attaque cet argument en disant qu'il y a une différence entre le relativisme moral où toutes les positions se peuvent et le pluralisme qui est au contraire penser qu'il y a une diversité qui est irréductible et que cette diversité peut nourrir la recherche de la vie bonne. L'attaque venait surtout des laïcs, il faut le dire, et elle est encore très, très forte. Pourquoi? Parce que pour eux, aucune religion n'a de place à l'école. À l'école. Et ça, les arguments il y a des arguments intéressants, notamment le fait de dire, et ça, Georges Leroux insiste beaucoup, il faut séparer l'enseignement, si on veut, religieux d'une religion, donc un enseignement confessionnel, enseigné dans la foi, et l'enseignement culturel d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire de penser que les étudiants doivent être confrontés à des éléments de culture religieuse dans leur formation. L'argument, et c'est surtout l'argument de Daniel Barry, mais du mouvement laïque, qui est de dire, au contraire, les étudiants ne peuvent pas, et surtout les plus jeunes, faire la différence entre, par exemple, les chrétiens croient que Jésus est ressuscité et le phénomène culturel qui est de dire Jésus est ressuscité, le phénomène de croyance, si on veut. Donc, cet argument-là est intéressant, mais je crois qu'ici, Georges Leroux marque des points qui sont très, très importants. Il y a des passages extraordinaires sur l'importance de contextualiser les croyances et de la culture religieuse. Et en lisant l'ouvrage, ça m'a beaucoup fait penser à l'ouvrage d'un spécialiste de l'islam français qui s'appelle Olivier Roy, qui a écrit un ouvrage il y a quelques temps sur la sainte ignorance. Et il expliquait comment la dégradation du savoir culturel du religieux a favorisé le fondamentalisme. Et qu'on pense par exemple à ces jeunes djihadistes anglais qui étaient allés en Syrie, qu'on avait arrêtés, qui avaient commandé sur une boutique de librairie en ligne, une librairie en ligne, qu'ils avaient commandé un ouvrage L'Islam pour les nuls. Ça montre bien comment on est prêt à faire, certains sont prêts à faire des gestes qui sont d'une radicalité totale et d'une violence sans même connaître et avoir le bagage culturel pour savoir au nom de quoi ils le font. Donc je trouve qu'ici, Georges Leroux a des points qui sont très, très importants. L'élément culturel est important pour donner un regard objectif et qui permet, si on veut, une véritable délibération, malgré évidemment les problèmes que ça pose et sur lesquels il faut discuter. Et ce qui vous a particulièrement intéressé, c'est la notion ou la définition de pluralisme. Oui, en fait, il y a beaucoup d'éléments dans le livre qui sont liés au contexte, si on veut, d'éthique et culture religieuse. C'est très, très important. Mais derrière, il y a toute une philosophie qui se met en place qui montre comment on est passé, le Québec, d'une société homogène à une société plurielle, et c'est le fait d'à peu près toutes les sociétés, ou en tout cas du moins les sociétés en Occident. Et que ce pluralisme pose différents défis, mais qu'il est un fait, qu'on ne peut pas le nier, et surtout, et c'est là l'intérêt du livre, je crois, premier, c'est que ce pluralisme, il faut passer d'un pluralisme de fait à un pluralisme normatif. Le pluralisme, c'est quelque chose qui est bénéfique en soi et qui peut nourrir la conversation démocratique. Georges Leroux, dans son ouvrage, plaide véritablement pour le développement d'outils d'une culture publique commune. Moi, je rappelle que les 3 compétences d'éthique et culture religieuse sont réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue.
c'est une défense de ce qu'on peut appeler un humanisme de la différence. Les termes clés sont ceux de l'ouverture, de l'hospitalité, de la tolérance, du respect, cette idée-là du dialogue. Non pas que la religion doit primer, et il y a des passages qui vont plaire aux laïcs parce qu'ils montrent très très bien qu'on doit faire place aussi aux positions athées, agnostiques, aux positions séculières sur la vie bonne, mais que puisqu'il y a une pluralité irréductible, on doit au contraire utiliser cette pluralité comme véhicule du dialogue. De toute façon, il faut quand même comprendre que le principe même et le propre même d'une politique qui n'est pas autoritaire, c'est de refuser le même. Un État autoritaire, une société autoritaire aura toujours tendance à refuser ce qui vient contredire l'unicité de la parole autoritaire. Donc, par exemple, on va interdire des partis, on va interdire des positions. L'idée du débat, de la pluralité, elle doit s'inscrire aussi, mais en donnant aux étudiants, et c'est tout l'enjeu éthique du cours, et ça, M. Leroux le rappelle bien, de donner aux étudiants des outils pour dialoguer sur la vie bonne. C'est un ouvrage qui est fascinant et je crois que tous les professeurs devraient lire cet ouvrage, assurément. Je rappelle le titre « Différence et liberté, enjeux actuels de l'éducation au pluralisme », publié chez Boréal, écrit par Georges Leroux. Il y aura une causerie à la librairie Olivieri le 18 avril à 18h30 autour de l'ouvrage. Deuxième vague. Les laïcistes, le MLQ. Oui, le mouvement laïque. Le mouvement laïque québécois. Il s'est exprimé encore depuis l'apparition de votre ouvrage. Absolument. Le mouvement laïque québécois, c'est pas reconnu dans ce programme. Pourquoi? C'est naturel. Eux avaient contribué, moi j'ai lutté avec eux, pour la laïcité et la déconfessionnalisation. Voilà que la laïcité scolaire arrive et ils voient que la culture religieuse est dans l'école. À leurs yeux, c'est une stratégie, une sorte de torpille souterraine pour ramener l'enseignement confessionnel, et ils se disent aucune mention de la religion ne doit être présente dans l'école. Bon, c'est un argument que personnellement je travaille beaucoup à démonter. Oui, parce que nous ne voulons pas que nos enfants soient des illettrés. Quand on en est au point où dans un musée, un enfant dit « Ah, c'est quoi ça, le bœuf et l'âne ?» un moment, il y a quelque chose. Quelque chose s'opère. Le Seigneur Bouddha, qu'est-ce que c'est? La culture religieuse, c'est de tout temps. C'est ce qui est de plus immémorial dans l'histoire de l'humanité. On a besoin d'une anthropologie culturelle. Oui. Et en France, Régis Debray milite pour ça. Le Conseil de l'Europe, l'OCDE, les avis partout dans le monde sont que la meilleure résistance à la radicalisation, à tous les effets du discours extrémiste, c'est la connaissance des pensées des autres. Oui. Donc, le mouvement laïciste, cette objection-là, elle est toujours latente. Elle s'est exprimée dans Le Devoir par la voix de Daniel Barry, qui dit, par exemple, que dans les écoles primaires, on oblige les enfants à écrire des prières. Oui, bon. Écoutez, est-ce que c'est vrai, ça? Moi, je pourrais vous en donner 15 autres exemples. Mais vous savez combien il y a d'écoles au Québec? Vous avez un gros doute, Geneviève Pellado. Je n'ai jamais été forcée à écrire des prières. Non, il y en a au moins 5000. Et des exemples de dérapage, il peut en exister partout, dans les cours de français, comme les cours de maths, comme dans n'importe quoi. Alors, je comprends l'argument rhétorique de celui qui dit « Ah, mais si dans ce cours-là, c'est parce qu'on va présenter les chakras ou je sais pas quoi. » Non, écoutez, ça c'est vraiment pas un argument. L'argument, c'est de regarder tout ce qui est extraordinaire qui se fait dans cet espace non confessionnel, où c'est libérer une parole d'écoute de l'autre, de poursuite commune du bien commun et ainsi de suite. Mais je veux parler de la troisième objection, parce que c'est celle-là que vous avez citée. Oui. La troisième vague d'objections, je dois dire personnellement, elle m'a beaucoup surpris. Mais tellement surpris que je croyais pas qu'on allait pouvoir évoquer ce discours-là. C'est en 2009 qu'elle est arrivée. Elle est arrivée par un groupe qui s'appelle l'Institut de recherche sur le Québec, piloté par mon collègue et ami Jacques Beauchemin, membre de notre commission, Bouchard-Taylor. Et Jacques et des assistants à lui ont écrit une étude disant que le programme était en fait un instrument, tous les mots sont importants, un instrument destiné à idéologiser les jeunes Québécois pour les rendre plus canadiens et multiculturels et donc les délester de leur identité nationale. L'argument, c'est plus tu connais l'autre, moins tu t'estimes toi-même. Bon, Jacques... C'est la peur qui habite beaucoup de gens, Georges Leroux, par rapport au pluralisme culturel et religieux, par rapport au monde dans lequel on vit. Il faut affronter ce monde de la pluralité. C'est pas... Il y a une résistance, là, autant en Europe qu'aux États-Unis. On le voit bien par la montée en popularité de personnages comme Marine Le Pen, comme Donald Trump. Et dans ce discours... Qui veut avoir Marine Le Pen ici? Qui veut ce discours monocolore dans lequel on nous ferait la promotion d'un... Bon, moi, je l'entends
entend la requête identitaire. C'est-à-dire que quand on s'ouvre aux autres, on perd quelque chose de soi. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, on devient de plus en plus riche. Ben, il me semble. Le pluralisme, moi, j'en parle comme d'un pluralisme normatif. C'est en d'autres mots, découvrir la richesse de la pluralité. La pluralité n'est pas un obstacle. C'est pas quelque chose qui nous amoindrirait. Plus je connais la diversité du monde qui m'entoure, peut-être plus j'ai des chances de savoir avec un peu plus de précision qui je suis. Alors, cette objection-là, elle est surprenante, mais en même temps, il faut l'entendre parce qu'elle nous donne accès, et Jocelyn va me conforter là-dedans, j'en suis certain, elle nous donne accès à la détresse identitaire. Elle est là, cette détresse. C'est un phénomène mondial, en tout cas occidental. Elle s'est exprimée dans le débat sur la charte. D'accord. Alors, dans nos écoles, nous ouvrons cet espace. Nous donnons à nos jeunes du secondaire des occasions extraordinaire de discuter entre eux, d'enjeux moraux substantiels, d'aller à la rencontre des autres, et ils le font magnifiquement. Ils le font magnifiquement. Vous savez, moi, je suis beaucoup sur le terrain. Je refuse jamais une invitation d'une commission scolaire. J'ai été dans toutes les régions du Québec. J'ai été dans des centaines d'écoles. J'y étais encore il y a 15 jours dans une école dans la partie ouest, un quartier très, très dénutri de Montréal. Et en arrivant, on m'a dit, vous savez ce qui se passe dans cette école-ci? C'est que ce programme est l'occasion d'une école où il y a 40 ethnies différentes d'enfin se parler. Ah oui. C'est de se dire les choses. Vous insistez beaucoup là-dessus dans votre ouvrage. Moi, j'ai été musulman jusqu'à 17 ans. Voilà, ça commence. Jusqu'à que t'as compris qu'il fallait sortir, puis que dehors, il fallait boire de l'alcool pour t'amuser. Non, mais moi, ça a été très important pour moi, la religion. En fait, comme n'importe quel jeune, tu sais, je veux dire, c'était plus culturel que on va dire, spirituel. Tu sais, pour moi, c'était normal. Tu le fais parce que tout le monde le fait autour de toi, ta famille. Le ramadan, pour moi, c'était normal. Tu sais, on fait le ramadan, tout. Même que quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes garçons, tu sais, on veut le faire très tôt. Tu sais, moi, à 10 ans, je dis non, je le fais. T'es un homme, là, tu l'as fait. Ça y est, ben ouais, je veux le faire, tu sais. Et après, le deuxième jour, t'es en train de boire de l'eau à 3 heures, t'es comme, j'ai dit la fin de semaine. Mais mes parents ont jamais été ils m'ont jamais poussé à... Et ils étaient super cool, ils disaient, écoute, on va te faire un lunch, si tu veux faire le ramadan aujourd'hui, fais-le, mais prends quand même ton lunch au cas où t'aurais faim. Ouais. Mais quand tu dis t'as été musulman jusqu'à 17 ans, c'est pourquoi à 17 ans, t'as eu un changement? Genre, tu faisais ça culturellement, puis d'un coup, t'as arrêté? Non, c'est un cours qui m'a... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un cours, justement, qui m'a... Ça va te servir? Merci. J'ai eu un cours d'éthique et culture, tu sais, au secondaire. Le secondaire 4, c'est un nouveau cours en fait qu'il y avait parce qu'avant tu avais catéchèse et morale. Donc tu avais des gens qui étudiaient la catéchèse, puis tu en avais qui allaient chiller à la bibliothèque. C'était ça, catéchèse, morale. Et à un certain moment, ils ont intégré éthique et culture au système. Et en fait, le cours est simple, c'est juste un cours sur les religions. Et c'est là que j'ai appris c'était quoi le bouddhisme, le taoïsme. J'ai vu le judaïsme et toutes les similitudes qu'il y avait. C'est aussi là que mon identité a commencé à se créer, ou tu sais, est-ce que je suis algérien, est-ce que je suis québécois, est-ce que je suis un Algérien d'origine québécoise, un Québécois qui vient d'Algérie, tu sais, je savais pas. Et c'est là que j'ai vraiment ouvert les yeux et je me suis posé des questions sur qui j'étais et pourquoi je faisais ça, pourquoi est-ce que je pratiquais la religion, est-ce que je le faisais pour les bonnes raisons. Et quand je voyais, par exemple, le bouddhisme ou le judaïsme et tout, je me dis, mais c'est des très belles religions. Bien sûr. Elles ont des très belles valeurs. Pourquoi la mienne serait meilleure que celle-là? Tu sais, aujourd'hui, je suis musulman, demain, je pourrais être juif. Je reste la même personne. Tranquillement, j'ai commencé à enlever un peu. Tu sais, je me rappelle, la première chose que j'ai fait, c'était manger du porc. Je me rappellerai cette journée-là comme c'était hier. Je suis allé au McDo après l'école, j'avais peur. Je suis allé et j'étais allé avec... La main trempe, tu sais. Ouais, j'étais vraiment... Qu'est-ce que tu fais? Non, vas-y. Non, je devrais peut-être pas. Je suis arrivé, je vais prendre un cheese bacon. Et là, ils l'ont mis et je me rappelle, je me suis assis dans le fond du McDo. Juste par peur, je me dis, au cas où mon père débarque... Tu sais, au moment que il y a un page, genre, shit, mon fils va manger du porc, tu sais. Et vraiment, j'étais caché, je regardais le hamburger, je suis comme, c'est là, c'est là. Et j'ai mangé la première fois du bacon. Après, c'est devenu une T'as pris ça avec le price, en gros, là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toutes les mesures de sécurité qu'on prend et qui sont légitimes et qui posent un problème par rapport à l'état de droit. Bon, ça c'est classique, hein. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et en tout cas en France. En France, on réagit par une hyper-laïcisation. C'est-à-dire, on expulse encore plus le religieux de l'espace public. Or, le problème, c'est que plus on expulse le religieux de l'espace public, plus on le donne aux radicaux, qui eux sont très très bien dans les marges. Les marges, ils connaissent. C'est leur monde.
Et on ne laisse pas se développer un contre-discours qui serait celui d'un islam apaisé, d'un islam intégré et d'un islam visible. Parce que pour que ces jeunes aient d'autres modèles que le beau terroriste ténébreux, il faut qu'il y ait un islam visible dans l'espace public. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le chasser de l'espace public. Il y a une étude qui vient de sortir et qui montre que le souci religieux, pour des jeunes de classe moyenne souvent, c'est pas des exclus comme en France ou en Angleterre avec leur disaffected youth. C'est des jeunes qui pensent que ils ont besoin du religieux et que le sacré est absent de la société dans laquelle ils vivent. Donc il y a une sorte de, moi j'appellerais ça du religieux ensauvagé. Le sentiment que le sacré n'existe plus, et donc on est face à une sorte de vacuité, et là on remplit ça avec du religieux ensauvagé. Il faut redonner sens au religieux. Si vous voulez, la laïcité triomphante, de même dans d'autres sociétés européennes, l'équivalent de ce phénomène, on réduit le religieux à n'être que dans la sphère privée. Il faut déprivatiser le religieux dans un sens apprivoisé. Il faut que le religieux puisse parler en France sans qu'on soit taxé de ringardise, sans qu'on soit taxé d'être, si vous voulez, un attardé mental, pour qu'on puisse aussi se servir du religieux pour refaçonner le monde et donner un sens à notre vivre ensemble. On se rend bien compte que maintenant, le religieux, on en a besoin, et que ce religieux, il ne faut pas le casser au nom du privé et du public. Je veux dire, cette espèce d'hégémonie du public en France qui doit être un public déreligiosisé me pose problème, parce que précisément c'est le religieux ensauvagé qui vient se manifester à sa place. Donc je voudrais d'abord saluer un grand livre qui s'adresse au Québec et au monde, pour reprendre par Olivier la fameuse phrase papale, c'est-à-dire en fait un livre qui prend au sérieux l'universel, non pas un universel abstrait qui ignore les différences, mais un universel concret et terrestre qui s'élève à l'horizon des différences. Et ce livre, par sa forme même, par son projet même s'adressant au Québec et au monde, nous livre d'une certaine manière son contenu philosophique. Pour faire très simple, il n'y a pas de monde partagé, sinon pour ceux qui habitent des lieux différents sur une même terre. Alors ceux-là peuvent se rencontrer, peuvent échanger, et peuvent échanger des perspectives sur un point au loin, à l'horizon, qui permet de tracer une ligne qui est la ligne commune de leur existence. L'éducation, et je vais revenir maintenant à la question de l'éducation, l'éducation des enfants a bien des finalités. On ne peut pas parler des finalités privées de l'éducation, il ne s'agit pas ici de discuter de toute l'éducation, mais du point de vue de la communauté politique dans sa pluralité, du point de vue de l'État comme un universel concret, et pas comme une chose abstraite qui s'élèverait au-dessus des citoyens, eh bien, l'éducation des enfants a pour but d'en faire des citoyens d'un monde politique partagé. Un monde qui est commun parce qu'il est fait en commun, parce qu'il est fabriqué de manière commune. Mais comment faire ce monde ensemble si nous ne savons ni qui nous sommes, ni avec qui nous le faisons? Et comment pourrions-nous savoir qui nous sommes sans même connaître les autres que nous ne sommes pas? Alors, l'éducation, même pour des fins strictement civiques et politiques, même pour des fins strictement démocratiques, eh bien, l'éducation doit être une éducation à la différence, une éducation à l'altérité. Et selon vos termes, Georges Leroux, cette éducation est une éducation qui fait la promotion d'un humanisme de la différence. J'aime beaucoup cette expression et je crois que c'est le fil conducteur, pas seulement du livre, mais de votre vie. Et j'étais très sensible, notamment dans au prologue qui insiste sur cet aspect autobiographique de la promotion d'une idée, d'un humanisme partagé, d'un humanisme de l'ouverture, conception ouverte de l'humanisme, si on peut dire. Donc ça m'apparaît vraiment la chose la plus remarquable dans l'ouvrage, mais je voudrais signaler à partir de là une petite tension, et je vous invite à y répondre peut-être à la fin, c'est que faire la promotion de l'humanisme, c'est quelque chose de très problématique aujourd'hui, très problématique dans les théories contemporaines de la justice, qui sont des théories de la neutralité, des théories qui considèrent en réalité que faire la promotion d'une conception humaniste,
c'est faire la promotion d'une conception qui est partiale, d'une conception qui est partisane, et par conséquent qui rompt d'une certaine manière la neutralité de l'État. Donc on va revenir là-dessus, mais je signale cette tension-là, et puis, moi qui ai pourtant beaucoup travaillé sur les conceptions de la théorie de la justice neutraliste, eh bien je vais essayer de défendre ce terme d'humanisme et ce terme d'humanisme de la différence. Je crois que c'est très important, sinon on peut discuter de la neutralité de l'éducation, on peut discuter de la question de la diversité épistémologique, etc. Mais on manque quelque chose, on manque simplement le projet commun qui rend l'éducation acceptable pour tous. Alors, je vais revenir donc sur cette conception de l'humanisme. L'humanisme, comme courant historique, a introduit une idée qui va germer beaucoup plus tard. Et cette idée, c'est tout simplement que l'être humain est un être plastique, un être qui peut être modelé, un être qui peut changer. L'être humain, c'est cet être d'émancipation et de perfection, de perfectibilité. Et cette idée-là, cette idée que l'être humain n'est pas enfermé dans une identité, n'est ni d'une culture particulière et pour toujours, ni d'une identité fermée, eh bien, cette idée va en fait rejaillir dans le courant des Lumières et va en fait soutenir la conception démocratique de la citoyenneté. C'est-à-dire que cet être humain plastique, eh bien, c'est celui qui est capable de l'émancipation, c'est celui qui est capable de la réflexion critique, c'est celui qui est capable du retour sur soi et de ses appartenances. Et finalement, c'est celui qui est capable, grâce à un sens critique, d'une citoyenneté enrichie et d'une citoyenneté qui prend au sérieux l'altérité. Mais l'humanisme, pour pouvoir parvenir à cette conception de l'être humain, cette conception d'un être humain plastique, d'un être humain qui n'est pas attaché et aliéné à son identité pour toujours, eh bien, pour y parvenir, l'humanisme a d'abord été une méthode, ou plutôt une pratique du savoir et une pratique de la connaissance. Cette pratique, c'est celle d'un pluralisme des méthodes et d'un pluralisme des objets de connaissance. Et je voudrais rappeler, alors, j'aurais juste un amical reproche à faire, c'est qu'il manque un auteur dans le livre, c'est Pic de la Mirandole, qui aurait pu ici être mobilisé pour rappeler que eh bien, l'humanisme, ça consiste à toucher à toutes les cultures, ça consiste à toucher à tous les horizons religieux ou séculiers, pour aller chercher l'homme dans sa diversité, l'homme, je veux dire, c'était le terme qui était utilisé à l'époque, l'être humain, la personne, dans toute sa diversité, dans toutes ses appartenances, mais quelque chose qui est commun à nous tous. Eh bien, quand on ouvre de la dignité humaine de Pic de la Mirandole, on trouve dès la première phase un appel, une référence aux Arabes, une référence à la Bible, et puis on trouve mentionné Empédocle à côté de Moïse, etc. Bref, Pic de la Mirandole nous invite à chercher ce que nous sommes dans notre diversité pour faire un monde commun. Et la pluralité des disciplines, vous parlez souvent vous mettez au pluriel les programmes, et je suis très sensible à ce pluriel dans votre livre. La diversité des disciplines, la diversité de l'enseignement, des méthodes d'enseignement et des objets de connaissance, eh bien c'est un enjeu civique, c'est un enjeu politique. Littérature, philosophie, éthique et culture religieuse, mais aussi sciences de la nature et même mathématiques, nous aident à penser, eh bien, peut-être une réponse à la question grecque, et là je vais dire les termes en tremblant devant celui qui l'a traduit, les termes de Plotin, qui s'exprime de la manière suivante, Emeis de, Tines de Emeis, et nous, qui sommes-nous en définitive? Eh bien, je rappelle cette phrase parce que cet appel à la connaissance de soi et à l'herméneutique de soi, on la trouve dans tout notre corpus, au fond, humaniste, et qu'il soit philosophique, qu'il soit religieux, qu'il soit scientifique. Je dis bien la science. La culture scientifique, souvent négligée, parce qu'on la réduit à une science des moyens, une connaissance des moyens neutres. Il faudrait finalement réduire toute l'éducation de nos enfants à la seule connaissance de ce qui pourrait être objectif, neutre, et d'une certaine manière qui est une illustration de ce qui serait laïque. Eh bien, en faisant ainsi, on prive même la science
de sa dimension culturelle et spirituelle. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le grand physicien de la mécanique quantique, Erwin Schrödinger, qui, dans un texte qui mériterait de figurer au fond dans le programme de CR, dans le programme d'éthique et de culture religieuse, s'exprime de la manière suivante, puis je vais le citer, parce qu'il le dit très bien, beaucoup mieux que je ne le ferai. Seule l'union de toutes les sciences, et j'entends même de toutes les disciplines, a un but et une valeur. Seule leur union a un but et une valeur. Et on peut en donner une description très simple, c'est d'obéir au commandement de la divinité de Delphes. Connais-toi toi-même. Ou pour l'exprimer dans le discours bref et impressionnant, je m'en parle, c'est dans le livre de Schrödinger, ou pour l'exprimer dans le discours bref et impressionnant de Plotin, Emeis de, Tines de Emeis, et nous, qui sommes-nous en définitive. Et il continue ainsi, voilà en quoi consiste la science, le savoir, la connaissance, voilà quelle est la véritable source de tout effort spirituel de l'homme. Nous essayons de découvrir tout ce que nous pouvons au sujet du contexte spatial et temporel dans lequel notre naissance nous a situés. Quand je parlais d'un universel concret, je pense à cela, je pense à cet universel qui est enraciné, ancré, avec un A, ancré dans notre monde bien terrestre, ici et maintenant. Alors, mon étonnement au fond, eh bien, c'est que cet héritage humaniste a été liquidé par ceux-là même qui s'en réclament. Et là où il y avait l'unité d'une culture religieuse que l'on devait dénoncer et qui a fait l'objet évidemment de tous les courants d'émancipation depuis les grandes révolutions du XVIIIe siècle, eh bien là où il y avait cette unité d'une culture religieuse, on voudrait maintenant qu'il n'y eût que l'unité d'une culture non religieuse. Et de manière surprenante, les croyants fondamentalistes, comme les partisans d'un universalisme abstrait sans contenu, 2 minutes peut-être, 1 minute, eh bien, se retrouvent pour condamner toute introduction de la différence. On pourrait parler, je ne le ferai pas, mais on pourrait parler de cette affaire célèbre Mozart aux États-Unis en 1985, où des parents évangéliques avaient refusé que leurs enfants eh bien, puissent s'exposer à la diversité par le biais d'un programme de lecture qui ne faisait pas, finalement, qui ne accordait pas de privilège à leur conception évangélique. Et donc, vous avez demandé à ce que leurs enfants soient exemptés de ce programme de lecture. Eh bien, ce qui me surprend, c'est qu'on entend régulièrement la même protestation chez ceux qui voudraient exclure toute exposition à la culture religieuse. Pourquoi pas à la philosophie aussi, et même à la littérature. Alors, ce qui m'étonne enfin, c'est le peu de confiance que les uns et les autres font ou ont dans leurs valeurs et dans leurs principes, le peu de confiance qu'ils ont pour l'intelligence, et on en a parlé déjà, l'intelligence des enfants à essayer de discuter, d'approfondir des questions éthiques qui sont parfois extrêmement complexes. Et puis c'est la confiance aussi excessive dans le pouvoir que les enseignants ont de contrôler l'esprit de leurs élèves et de leurs étudiants. Comme s'il suffisait d'être exposé à une doctrine pour l'adopter et pour finalement le professeur pourrait façonner, manipuler l'esprit des enfants jusqu'aux étudiants. Quiconque a enseigné sait très bien que nous avons un pouvoir très très limité et que le seul but que nous pourrions viser raisonnablement, c'est tout simplement de susciter une disposition qu'on peut appeler morale, qui est la curiosité. Et bien sûr, cette curiosité représente un danger. Ce danger-là, c'est celui d'acquérir justement le sens de la distance et le sens de la critique. Alors, je finirai par les 2 questions, mais très rapidement. Je me contenterai donc, je me suis trouvé un peu trop bien dans ce livre-là, parce que je partage très largement et les principes et les résultats. Mais je vais vous laisser avec un problème et puis une question. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette peur que l'on entend, cette peur de la connaissance de l'altérité que l'on entend surgir un peu partout, que ce soit les promoteurs d'une conception religieuse fondamentaliste ou les promoteurs de ce que j'appelais l'universalisme abstrait et qu'on peut appeler d'une laïcité dure, d'une laïcité qui voudrait exclure tout référent religieux. Qu'est-ce qui explique cette peur qui au fond sous-tend ce que Martin Nussbaum appelle aussi une politique de la peur. Et vous citez souvent Martin Nussbaum sur les humanités, eh bien il y a aussi ce pont-là à faire avec la question de la politique de la peur. Et puis si toutes les peurs ne sont pas les mêmes, si toutes les peurs n'ont pas la même valeur, alors là c'est vraiment ma question, est-ce que vous pouvez comprendre la crainte de certains de voir revenir la religion dans un espace, l'école, alors qu'on a mis si longtemps à essayer de l'en déloger?